Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Brenach et Gonzalez et Associés, implantée 36 rue Déjeuneur dans le 2e arrondissement de Paris, dans d'anciens ateliers de vêtements. Bonjour Jean-Pierre Lévesque, bonjour Guillaume Maréchaux, bonjour Emmanuel Pierson. Vous êtes venus à 3 aujourd'hui, c'est formidable. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte associé et comptez parmi les 5 dirigeants de l'agence Brenach et Gonzalez et Associés, fondée au début des années 1980. À l'origine, il y avait pour associés Olivier Brenach et Xavier Gonzalez. Aujourd'hui, l'agence représente un effectif d'une 50aine de collaborateurs avec à sa tête 5 dirigeants. Nous nous connaissons déjà, puisque récemment je vous ai interviewé pour la revue Archistorm numéro 102, mai-juin 2020, afin de publier un papier dans la rubrique bien connue Portrait d'agence. Le contexte est différent aujourd'hui. Tout de même, je profite de cette occasion pour vous présenter à nos auditeurs en citant des passages de l'article. Un éveil permanent de la curiosité, Xavier Gonzalez a une incidence toute particulière sur cet état d'esprit, par sa volonté qu'aucun projet ne soit le recommencement d'un projet précédent. Apte à aborder toutes sortes de programmes, il se confronte, donc vous, à l'échelle urbaine depuis une dizaine d'années. Très attaché à la notion d'épanelage, il travaille en priorité la masse, l'articulation avec le proche, le lointain, les vues, le rez-de-chaussée, le rapport au ciel, le relief de la façade. Ensuite, les matériaux sont envisagés. La quête d'invention qui s'exprimait déjà au cœur du premier projet de Cergy, le Gros Caillou, revient comme un leitmotiv au sein de la production de l'agence, laquelle est passée de la commande exclusivement publique à la commande privée, s'appuyant habilement aujourd'hui sur ces 2 manières très différentes de travailler. On va commencer comme d'habitude par le début. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études? Xavier Gonzalez est un enseignant de longue date et très identifié. Il a même été votre professeur, Guillaume? Tout à fait. Ce qui indique que la notion de transmission est importante à l'agence et elle peut s'articuler avec l'idée de renouvellement. Lequel veut commencer ? Donc Jean-Pierre Lévesque. Mon parcours est un petit peu atypique et d'une certaine manière représente aussi un petit peu ce qu'est l'agence. C'est une agglomération de parcours assez différenciés, assez divers et qui à ce titre produisent une grande richesse. Donc pour ma part, j'ai une formation d'ébéniste à la base, ébéniste qui m'a conduit à l'école Boulle, où j'ai fait une formation d'art appliqué. Et sorti de l'école Boulle, j'ai pratiqué très tôt à l'agence. Et puis donc je suis récemment agréé d'architecture. Voilà. Après combien d'années ? Après plus de 20 ans d'exercice. Bon. Et en fait, vous êtes entré directement à l'agence ? Pas directement. J'avais quelques expériences professionnelles en archi intérieur, mais j'exerce au sein de l'agence depuis 1991. Ouh là 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 là. Et donc effectivement, c'est sans doute par le biais de mon attache à la matérialité des choses, aux faits constructifs et au regard pratique de tout cela, la finalité, qu'on a trouvé des liens d'affinité très forts. Bon, j'allais vous poser la question, vous avez anticipé, parfait. Emmanuel, Guillaume ? Oui, alors Emmanuel Pierson, donc moi je me dirigeais plutôt vers des études médicales, parce que j'ai commencé par faire médecine à la Pitié-Salpêtrière.
Et puis très rapidement, l'ennui m'a gagné et j'étais assez frustré par rapport à une expérience du vécu, peut-être liée à l'enfance. J'ai grandi dans une résidence de banlieue, mais construite dans les années 70 avec beaucoup d'ambition architecturale par une agence qui s'appelait l'agence des Landes et avec une exploration de l'habité, de la spatialité qui, je ne m'en étais pas rendu compte, m'a profondément marqué et qui a modifié tout au long de ma vie mon regard sur ces questions d'architecture. Et donc, arrivé en médecine, j'ai compris qu'en fait, c'était ça qui m'intéressait. Et j'ai embrayé sur l'école d'architecture de Paris Belleville, qui à l'époque était le lieu où il fallait aller. Il y avait un enseignement très formaté, mais qui était supposé produire des architectes très efficaces immédiatement sur le marché du travail, capables de prendre à bras-le-corps des concours, de les mener à leur terme. Donc j'ai suivi l'enseignement UNO, qui avait certaines qualités et qui m'ont permis d'avoir une révélation, c'est-à-dire quant au fait que c'était exactement ça que je voulais faire, mais qui ont aussi beaucoup questionné une volonté d'indépendance chez moi, et j'avais, je pense, très rapidement un besoin de m'affranchir par rapport à ça, ce qui fait que lorsque j'ai rencontré Xavier Gonzalez, qui avait un peu suivi le même parcours quelques années plus tôt, et qui était dans une interrogation, une réinterrogation perpétuelle par rapport au projet, à la volonté de ne pas reproduire, d'être toujours dans l'expérimentation, de tester de nouvelles choses et finalement de s'affranchir de ce dogme de la formation UNO, je me suis parfaitement retrouvé. Et je crois beaucoup aux rencontres parce que moi je me destinais absolument pas à travailler en agence, j'avais plutôt l'envie de faire quelque chose de manière indépendante. Et puis on s'est rencontré avec Xavier, je suis venu pour faire des perspectives alors que j'étais étudiant, pour gagner un peu d'argent. Et puis en fait, on s'est jamais quitté. Alors c'était quelques années après l'arrivée de Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre est un petit peu plus vieux que moi. Et en fait, on a participé ensemble au développement d'une agence qui était toute petite à l'époque. Et la question de la confiance, donc j'en reviens aux rencontres, aux histoires entre les hommes, l'humain, fait que Xavier Gonzalez et Olivier Brenach nous ont confié immédiatement des responsabilités qui nous ont permis d'embraser toute la dimension du métier et pas simplement de se cantonner à une production derrière une table. Donc très rapidement, on a fait du chantier et on a pu, comme ça, développer tout un discours, toute une narration qu'on continue aujourd'hui encore de développer. Guillaume, alors on se connaît déjà parce que nous nous étions rencontrés dans le cadre du prix W. Tout à fait, oui. Où vous étiez lauréat ou je ne sais lauréat pas. En 2007, oui, En 2007. Avec Clémence Murat, oui. Tout exactement. À fait. Donc à la fin de mes études. Voilà, donc quel chemin depuis ? Voilà, exactement. Alors c'est vrai que moi, c'était une vraie question après le bac. Je me dirigeais plutôt vers des études d'ingénieur, puis je me suis inscrit en école d'archi, ne sachant pas très bien vers quoi je me dirigeais. Et ça a été quand même une vraie découverte, des nouvelles disciplines, une nouvelle manière un petit peu d'approcher le domaine artistique. Et alors c'est vrai qu'en parallèle, cette hésitation était encore forte, puisque je suivais un cursus d'ingénieur en auditeur libre aux arts et métiers. Et puis je suis parti en échange à Barcelone, où là, ça a été une vraie découverte. J'ai travaillé à l'agence de Carlos Ferrater, qui m'a donné une vraie envie d'architecture. Et puis, c'est vrai que pendant mes études, donc à l'école d'archi Paris-Malaquais, j'ai eu l'occasion de croiser Xavier Gonzalez. Alors, c'est sur un projet qui était assez court, puisque ça s'appelait Objet public. Et donc, c'était un enseignement croisé avec l'ENSI. Donc, lui était enseignant. Lui était enseignant. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était il y avait la question du mobilier urbain, le questionnement, l'approche théorique, et avec une concrétisation qui était par la fabrication de prototypes, une exposition au pavillon de l'Arsenal. Et finalement, à chaque fois, cette idée, on expérimente et on met en œuvre cette pratique. Donc ça m'avait beaucoup intéressé. Ce qui m'a donné envie, sorti de mes études, d'aller travailler à l'agence. Et alors, quand je suis arrivé à l'agence, un peu comme un rite initiatique, premier concours, c'était un projet comme ça d'immeuble villa, un peu dans la continuité du premier projet de l'agence. Et donc ça, c'était en 2008. Et puis depuis, beaucoup de projets, des rencontres, un vrai travail d'échange, de confiance, de générosité entre nous. Et donc avec la forme de reconnaissance. Et donc depuis 3 ans, on arrive dans l'agence comme associé. D'accord. Mais vraiment cette envie d'architecture au départ ?
Cette envie d'architecture au départ, ça passait par le dessin, puis l'idée aussi l'architecture, c'est une forme de découverte. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose que l'idée d'aller découvrir un nouveau bâtiment, de comprendre comment ça a été pensé, comment ça a été imaginé, l'histoire qu'il y a derrière, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Oui. Et Jean-Pierre, l'élément déclencheur? Alors l'élément déclencheur, je ne saurais même pas le situer dans le temps. En fait, pour ma part, j'ai jamais eu l'impression d'avoir véritablement fait de choix en quoi que ce soit. Oui. C'est comme une espèce de rivière qui s'écoule. Voilà. Mon père était carrossier et mon grand-père avant lui était carrossier à l'époque, tenez-vous bien, où les voitures étaient en bois. Et donc il avait une cassette d'outils absolument fantastique qui a baigné toute mon enfance. Et je rêvais de savoir qu'est-ce que l'on pouvait fabriquer avec ces outils. Donc je me suis longtemps entraîné dans l'atelier de mon père. Et puis c'est ce qui ensuite a fait naître chez moi l'envie justement de travailler le bois. Et ainsi de suite. Le bois m'a fait découvrir les arts appliqués, etc., etc. Je suis venu à Paris, à l'école Boulle, et puis là, l'architecture intérieure. Très rapidement, cette question du design d'espace, pour moi, n'avait pas de sens contenu entre quatre murs. Et c'est vrai que j'ai trouvé au sein de l'agence, c'est marrant, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le projet de la crèche des amandiers. Et effectivement, j'ai abordé ce sujet avec Xavier Olivier par le biais de l'architecture intérieure. Et puis très rapidement, les choses ont largement débordé pour gagner un peu tous les champs de la conception. Ce qui est formidable, Emmanuel le rappelait, c'est cette espèce de confiance dans le lien, dans l'interaction que l'on peut avoir, où assez rapidement, la question du collectif en tant que ferment de l'architecture est très vite apparue. Collectif qui est fait d'une diversité de savoir-faire, d'une diversité de compétences, de sensibilité. Et je pense que ce qui caractérise un petit peu notre travail à tous, c'est cet intérêt pour toutes les échelles, toutes les possibilités d'architecture, de la poignée de porte jusqu'à l'espace de la ville et au-delà. Est-ce que, pour boucler la boucle, comment vous relateriez la fondation de l'agence par Brenac et Gonzalez, en fait? Est-ce que vous pouvez parler en leur nom Oui, parce qu'on a beaucoup évoqué le sujet et voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu du même ordre, c'est-à-dire qu'il y a cette envie d'architecture qui a surgi très très tôt, et puis une énergie folle qui a conduit notamment Xavier Olivier, alors que Xavier n'avait pas terminé ses études, à répondre à des concours et des commandes publiques, notamment le projet de Cergy, et donc de produire des idées tellement intéressantes qu'ils se sont retrouvés lauréats de ce concours qui débouchait sur une construction. Et donc l'agence est née un petit peu avec la nécessité de se confronter tout de suite à l'acte de construire, tout en ayant ce pied dans la théorie de façon assez permanente. Pour le coup, c'est effectivement un acte un peu fondateur. Et puis ensuite, les projets se sont suivis. Mais je pense aussi que c'est l'expression d'une époque, tout à la fois sur la question de l'expérimentation, une forme de très grande générosité dans l'attention qui était portée à l'époque sur la question du logement, et puis aussi une manière d'accéder à la commande qui était peut-être plus évidente, moins complexe, et où la compétence était clairement reconnue. Aujourd'hui, aucune jeune agence qui se constitue ne peut accéder à des projets de cette taille-là sur une première commande. Et à l'époque, il y avait dans le public une réelle compétence et une volonté de tester des choses. Aujourd'hui, le paradigme est complètement différent puisque la compétence a plutôt basculé dans le privé et les choses se sont très largement modifiées. Mais c'était une époque où il y avait de la part des commanditaires du pouvoir public
une espèce d'accord tacite avec les architectes sur essayer de proposer des modèles différents, de proposer une manière d'habiter les villes, mais aussi les centres périurbains de manière un peu atypique. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation, mais finalement, dans ce que vous racontez, on a l'impression que l'innovation, elle était peut-être plus forte à cette époque que maintenant. Alors, si on se place strictement sur la question du logement, il y a eu une espèce de régression dans la fin des années 80, début des années 90, quand la promotion privée a repris la main sur ces problématiques de logement, avec des productions de logements beaucoup plus codifiées, beaucoup plus résidentielles, compartimentées, où la question de la sécurité, de la clôture venait complètement parasiter toute notion du vivre ensemble. On construisait des cellules, mais qui n'entretenaient pas de relations les unes avec les autres. Et puis est arrivée dans les années 2010-2015 la volonté de revenir à une forme d'expérimentation, parce qu'on était face à une forme d'échec et on voyait ce que produisaient les bâtiments de logement. Et est arrivée cette idée des grandes consultations, réinventer Paris, inventer la métropole. Et là, d'un seul coup, la promotion privée s'est mise en tête d'innover à tout va. Il y a eu une espèce de basculement où on est passé d'une vision très rigide du logement, le jour-nuit, codifié par la réglementation, mais aussi par des produits financiers que vendaient les promoteurs, à une espèce d'ouverture, genre lâchez-vous, et puis essayer de proposer un maximum de choses. La problématique, c'est qu'on ne peut pas raisonner comme ça de manière aussi brutale. Il y a des temps nécessaires pour faire évoluer les idées, adapter la pensée, l'économie aussi du projet. Et c'est très regrettable que de voir que parmi tous ces projets, très peu ont abouti. Mais je crois que les négociations sont compliquées. C'est très compliqué. Bon, et puis la conjoncture n'est pas favorable. Oui. Après, cette question relative au logement et à l'invention typologique, on le voit bien, elle ne peut pas être prise en charge par le privé. Très sincèrement, voilà. Et ce qui distingue effectivement l'époque de la fondation de l'agence de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la construction de logements sociaux est en berne relativement à la construction de logements privatifs. Et on le voit bien, c'est le lieu de l'invention, il est au niveau du logement social, il n'est pas au niveau du logement privatif. Parce que les contraintes en termes de produits logement, parce que dans ce cadre-là, le logement est un produit qu'il faut vendre. Oui, la rentabilité. Voilà. Donc les inventions, elles se retrouvent par exemple chez Abix, qui invente non pas du logement en tant que tel, mais une offre made by yourself en quelque sorte, où chacun va comme ça définir son propre logement, et puis l'architecte n'est plus que l'agglomérateur. Je trouve que c'est une version un peu dévoyée de ce qu'est l'invention en architecture. Ça corrobore un petit peu une espèce de dérive des temps présents où chacun a son mot à dire sur toute chose et plus personne n'est spécialiste de quoi que ce soit. Finalement, l'expert du logement devient l'habitant parce qu'il a ce besoin à satisfaire. Et donc, l'architecte voilà, est un petit peu passé au second rang. Vous parlez du volume capable, par exemple ? Exactement. Et donc, en l'occurrence, on voit bien que cette vision, à mon sens, est erronée. J'en veux pour preuve l'opération. Je vais faire de la promotion d'autres architectes, mais j'en veux pour preuve l'opération de Sophie Delay qui a été primée récemment et qui, parce qu'elle est dans une opération de logement social, a cette faculté à inventer des typologies qui vont permettre une évolution de la famille au sein d'une même entité définie, avec une chambre qui va tour à tour devenir le salon qui va s'ouvrir sur le séjour, ou bien une chambre d'enfant, ou bien un bureau. Enfin bref, une véritable invention typologique qui, à mon sens, est difficilement réalisable dans le cadre du logement privé. Qui représente la plus grande partie de production de logements aujourd'hui en France. Mais alors, il faudrait qu'ils fassent quoi, ces promoteurs pour... On peut peut-être imaginer que la situation actuelle bouleverse un peu tout ça, puisque la préoccupation de l'espace extérieur, mais il y a la partie vraiment inhérente à l'espace privatif, mais il y a aussi tous ces lieux de rencontre. On voit bien dans les périodes de confinement ces lieux
finalement qui sont pas très définis, mais qui pourraient apporter des usages divers, que ce soit les parties communes bien éclairées, c'est-à-dire que l'escalier un petit peu plus dimensionné pour qu'on ait envie de le prendre, des terrasses partagées, tous ces éléments-là dont on parle assez souvent, mais finalement de voir comment tous ces espaces en plus peuvent venir enrichir un logement et donner finalement des lieux pour que le bâtiment ne soit pas uniquement la cellule de la sphère privée, mais qui est finalement cette porosité entre l'extérieur et l'intérieur qui se fait pour des jardins, mais pour aussi des espaces privatifs. On peut imaginer que ces éléments-là peuvent un petit peu bouleverser comme ça les codes. Oui, et puis ce qui permet bloqués. aussi de redonner un peu d'espace, parce que il y a aussi le problème de la surface dans l'habitat. Tout à fait, mais je pense que ce dont parle Guillaume est essentiel. C'est-à-dire que le logement ne se limite plus simplement à la superficie de la cellule et qu'on peut occuper de manière temporaire et consentie des communs au sein d'un immeuble, à condition que la question du vivre ensemble ne soit pas imposée. C'est-à-dire créer les conditions pour que les gens puissent se l'approprier et ne pas l'imposer. Et on l'a développé à travers différents projets, notamment sur Chapelle Internationale, où finalement les parties communes sont devenues une espèce de pièce partagée à chaque étage entre les appartements, pièce particulièrement plaisante parce que traversante, donc éclairée sur ses deux faces, qui permet d'accéder à un escalier qui est extérieur, donc d'un seul coup on renoue avec l'envie d'emprunter l'escalier puisqu'on n'est pas confiné dans un volume de 2,80 m par 2,80 m dans l'obscurité avec des prestations super moches. On monte, ça devient presque un parcours de santé et d'ailleurs on a rencontré des habitants qui nous disaient je prenais jamais l'escalier et maintenant je le prends parce que c'est agréable et puis je découvre des belles vues sur la ville, donc il y a cet aspect-là. Et puis cette pièce-là, dans le confinement, elle s'est révélée être un merveilleux lieu de rencontre dans l'idée d'un confinement à l'étage et non plus à l'appartement, où les enfants entre différentes familles se retrouvaient dans ce couloir, qui est plus une pièce habiter, pour jouer, pour partager, les parents aussi. Et il y a la possibilité aussi d'y annexer des fonctions complémentaires, un petit espace qui peut devenir une buanderie, qui peut devenir une terrasse partagée, mais à l'étage. Et donc, en occupant comme ça des surfaces qui sont déjà comprises dans l'équation financière du bâtiment, qui existent déjà, il faut bien desservir les appartements, mais simplement en venant les qualifier, les enrichir, je pense qu'il y a véritablement matière à créer quelque chose d'innovant dans les logements d'aujourd'hui. Et pour en revenir à l'innovation dont parlait Jean-Pierre de Sophie Delay, c'est une évolution aussi parce que cette problématique de l'espace neutre, elle existe déjà dans l'haussmannien, avec les pièces de rapport qui ont à peu près toute la même superficie, qui s'enchaînent et qui permettent une certaine modularité. Il y a matière à créer des logements avec des superficies qui soient mutables d'une pièce à l'autre parce que on n'est plus sur des pièces monofonctionnelles. La cuisine n'est plus simplement l'endroit où on prépare le repas. La cuisine est un lieu de sociabilisation. On peut y faire tout un tas de choses. On peut même y faire du sport. On peut y repasser. Et donc, il faut décloisonner les usages et permettre des évolutions sans coût supplémentaire pour les habitants, parce qu'on sait très bien que tout le monde s'endette pour acheter, et après c'est très difficile de faire des travaux. Donc il faut permettre des évolutions, des mutations à l'intérieur du logement qui soient faciles. Alors on a glissé vers le projet. Est-ce que vous pourriez parler de vos projets ? Je crois que vous souhaitiez en parler de manière un peu transversale. Oui, absolument. En fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui à l'agence, bien évidemment, c'est d'être au travers de notre pratique au sein des débats qui animent la profession et la société tout entière. Et à ce titre, pour nous, il y a cette question relative à l'empreinte carbone des bâtiments que l'on construit. Ça nous emmène directement vers une question d'efficience constructive. Donc une réflexion sur les modes constructifs et la matérialité. Ça c'est un point d'entrée qui, pour nous, est très important. Il y a également, effectivement, comme le soulignait Emmanuel, la question des usages, qui, alors pour le coup, est transversale un petit peu à tous les programmes auxquels nous sommes confrontés. Et puis en dernier lieu, la place de nos bâtiments dans la ville, parce que l'agence a une production d'équipements publics également très importante. Et à ce titre, l'actualité brûlante nous renvoie
à des équipements scolaires que nous avons construits. Nous sommes très fiers parce qu'ils représentent justement des sanctuaires de la République. Voilà, donc c'était un petit peu sur cette thématique que l'on souhaitait intervenir. Guillaume ? Oui, sur la question de la matière constructive, c'est vrai qu'il y a à l'agence vraiment cette appétence pour le faire, quoi. C'est l'obsession du détail et de sa réalisation. Et donc ça pose la question de la pertinence du juste matériau, du bon choix constructif. Et donc on a un projet là actuellement qui est à Issy-les-Moulineaux, qui est en chantier. Donc c'est un programme mixte d'imbrication d'une école maternelle de 12 classes et d'une opération de logement, donc d'une centaine de logements pour Seine-Ouest Habitat. Et l'idée, c'était de travailler programme mixte, imbrication de matériaux mixtes, et donc sur le socle que constitue l'école, construit et réalisé en béton, on vient développer sur 9 niveaux 2 plots de logement tout en bois. Et donc l'idée, c'était pas le bois pour le bois, mais avec cette idée volonté forte du maître d'ouvrage, donc bailleur social, avec cette idée de bâtiments bas carbone, de bâtiments biosourcés. Donc finalement, la stratégie du bois était la bonne. Et puis l'idée aussi, qui dit imbrication de programmes complexes, c'est imbrication structurelle. Et ça nous permettait d'avoir un bâtiment qui est relativement léger, malgré son nombre d'étages, qui vient s'imbriquer sur l'école et de gagner un temps de montage assez intéressant par rapport à une problématique pour la ville d'une livraison d'une école à échéance relativement courte dans un quartier, puisqu'on se situe dans la ZAC Léon Blum, proximité de la nouvelle gare de la ligne 15 Sud. Vous souhaitiez enchaîner sur vos thèmes ? Oui, tout à fait. Emmanuel, tu veux nous parler un petit peu Oui, des usages. La question des usages. Alors les usages, on est dans une époque un peu particulière, un peu sombre, mais qui peut-être aura servi de catalyseur. Je pense que cette expérience du confinement, qu'on a tous vécu, des échelles différentes, dans des conditions de confort différentes, nous ont quand même largement amené à nous interroger sur comment travailler à la maison, ou comment vivre au travail, ou comment appréhender son environnement immédiat qui fait le quotidien. Donc là, en l'occurrence, c'était nos appartements. Et ça nous a permis de comprendre qu'aujourd'hui, ce home sweet home, il n'était pas si idéal que ça, et qu'il y avait tout un tas de choses qui s'étaient dévoyées au fil du temps, et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur la question de l'innovation typologique, qu'on avait perdu un petit peu le fil de l'occupation, des usages, de la mesure de l'homme, de l'ergonomie au sein des logements, et que beaucoup en ont souffert. Malheureusement, ce sont les plus démunis qui en ont le plus souffert parce qu'ils sont dans des surfaces très compactes à plusieurs. Donc il y a l'opportunité de se saisir de ce bouleversement pour repenser la conception du logement par les usages. Ce qu'on faisait très bien, c'était le typomorpho. Et puis c'est devenu totalement tabou. Et avec l'avènement des ZAC au début des années 2000, on s'est mis à faire du morpho-typo. Et qui est devenu progressivement du morpho-morpho. C'est-à-dire qu'on concevait et on conçoit toujours des objets architecturaux, alors avec un travail sur les panelages, la morphologie extrêmement intéressant, mais que seulement après, on se pose la question de ce qu'il va y avoir derrière. Et donc, ça donne naissance à des logements parfois tarabiscotés, difficilement habitables. Et cette problématique, elle se répète même à l'échelle des façades, c'est-à-dire que le positionnement de la fenêtre dans la pièce n'est plus guidé par l'usage qui sera fait par l'habitant depuis l'intérieur, mais dans une logique de composition de façade. Alors quand dans l'haussmannien on est sur une trame très neutre, c'est facile, mais quand on est dans des architectures plus composées, on contraint énormément les différents modes d'habiter. Et puis on a cette carence énorme en matière d'espace extérieur, qui est une véritable problématique aujourd'hui dans les projets, parce que le dumping du foncier, l'augmentation des coûts de construction font que ça coûte cher, et on parlait de la frugalité, on n'a pas envie de rapporter trop de choses, trop de matériaux dans les façades qui soient inutiles. Donc il y a cette lutte entre l'idée à la fois du balcon filant, mais qui consomme beaucoup de matière, et très peu d'usage, produit très peu d'usage, parce qu'il s'étire sur toute une façade, sur une épaisseur qui n'est pas franchement habitable, et qui contraint les gens à l'acheter, parce que même s'il est vendu de manière un petit peu décotée, il faut quand même l'acheter, cet espace, ou le louer quand on est locataire, face au balcon, ou ce qu'on pourrait appeler la loggia,
qui serait peut-être la pièce extérieure, plus circonscrite, de manière très raisonnable, mais qui permettrait des capacités d'usage plus évidentes. D'appropriation, En prolongement direct du logement. C'est d'ailleurs ce que l'on avait fait sur le projet de Chapelle Internationale. Et on voit que ces espaces qui font 6 mètres carrés, alors on peut se dire 6 mètres carrés de terrasse, c'est très peu. En fait, ils vivent très bien parce que les gens ont la possibilité d'y mettre des plantes, d'y mettre une table, d'y mettre des chaises longues. On voit que ça devient vraiment une pièce extérieure. Et puis ça devient même un espace de distribution, puisque c'est conçu comme de véritables patios distribuant les espaces. Tout à fait. Et de même, après, c'est beaucoup de questions de bon sens, mais je pense qu'aujourd'hui, on a produit toute une série de normes décorrélées les unes des autres et qui, quand on les agglomère dans la conception du logement, font qu'on peut difficilement produire de la qualité. Et je pense qu'il faut re-questionner ces normes, notamment le dimensionnement des espaces par la norme handicapée, qui me paraît un petit peu absurde parce que finalement les gens qui sont réellement handicapés souvent font appel à des ergonomistes pour adapter les appartements. Mais je pense que aussi, il y a peut-être moyen, en repensant la distribution des logements, de mutualiser ces espaces de distribution qui, à l'échelle d'un 3-4 pièces, font parfois la taille d'une chambre que les gens ne peuvent pas. Mais c'est déjà avoir. le cas quand même, non? Pas tant que ça. Il faut faire disparaître, il faut donner un usage à ces circulations. Ramener la possibilité de faire qu'on récupère ces mètres carrés et on en réinjecte là où les gens en ont réellement besoin. Donc on revient à l'idée de la pièce distributive, de la pièce centrale, qui permet de prévoir des usages, mais qui permet aussi de desservir tout le reste. Donc on peut concevoir des logements quasiment avec aucun dégagement. Donc ça, c'est pour la partie logement, habité. Et puis sur le travail, les gens ont appris à travailler chez eux, donc ils ont besoin peut-être d'un petit peu d'intimité, surtout quand on est plusieurs, avec des enfants, des étudiants, pour pouvoir s'isoler. Mais pareillement, le travail sur les lieux de bureau, il est aujourd'hui envisagé comme quelque chose qui peut être apaisé, dans l'idée de travailler un peu comme à la maison. Et donc il faut recréer les conditions d'une forme de convivialité, beaucoup moins protocolaire, beaucoup moins normative là aussi, avec l'avènement du Wi-Fi, du laptop, on voit qu'on peut travailler un petit peu partout, que dès qu'on a des espaces extérieurs, dès qu'il fait beau, on ouvre une fenêtre, on s'installe, on fait une réunion informelle, on peut travailler un petit peu où l'on veut dans l'entreprise. Et il y a donc, au travers de certains projets de bureaux qu'on développe depuis quelques années, cette idée du nouveau lieu, du lieu du travail informel, qu'il soit extérieur ou à l'intérieur, c'est-à-dire créer des zones de convivialité qui permettent une certaine sérendipité, qui permettent l'hybridation des savoirs, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les grandes innovations dans les entreprises, elles se font par le croisement de choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Et si on crée les conditions pour que ça puisse se faire, on apporte énormément de qualité aux espaces de travail. Dans la Silicon Valley, on a déjà des exemples. Beaucoup. Mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir une esthétique. C'est-à-dire le côté patchwork, mobilier, chiné, à droite, à gauche. Et là, on n'est pas en train de parler d'esthétique. On est en train de parler de qualité d'usage et de lieux qui permettent de créer des rassemblements pour que la production des idées se mette en place. Et la réponse, elle est apportée par le traitement de l'espace. Absolument. Nous, ce qui, je pense, fait la particularité de notre travail, c'est que on est effectivement très attaché à la question formelle, mais elle ne vient jamais a priori. Et donc, cette question formelle, elle est réponse à des questions d'usage, elle est réponse à des questions programmatiques. Et c'est en cela que on fait une architecture bas carbone, c'est qu'à aucun moment on est effectivement dans le geste architectural. On a la nécessité d'être dans une forme d'efficience, mais cette efficience, elle nous pousse à être dans un rapport minimax, c'est-à-dire que le dessin de nos bâtiments, avec un minimum d'efforts constructifs, se doit de produire le maximum d'émotions, le maximum d'usage. Voilà, c'est cette forme d'efficience que l'on recherche. Pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent vous identifier, est-ce que vous pourriez quand même citer quelques projets phares, à la fois des projets emblématiques et des projets actuels? Alors on a un projet là qui est en construction à Montpellier, juste derrière la gare Saint-Roch. Donc là c'est un projet, c'est un programme mixte un peu complexe. On a un immeuble de bureau sur un socle commercial et
et une tour de logement, alors tour d'une 50aine de mètres, où là on a vraiment travaillé tout un rapport à l'extérieur. C'est vraiment le côté très méditerranéen de l'agence, avec des espaces extérieurs qui sont des grands balcons filants en courbe croisés d'un niveau sur l'autre. C'est un petit peu l'évocation vraiment de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire que les surfaces des logements sont aussi grandes que les surfaces extérieures. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de développer. Et il a un nom ? Saint-Roch. Saint-Roch. Voilà. Alors bon, après l'agence a quelques heures de vol et donc parmi les projets dont on est très fier, il y en a un qui prend place à l'angle du boulevard Raspail et de la rue Campagne Première, qui est le lycée Guillaume Tirel, qui est un lycée d'enseignement hôtelier, qui marque finalement bien avant l'heure, puisqu'on l'a livré, c'est un concours qu'on a gagné en 97, que l'on a livré en 2006, qui marque bien avant l'avènement de la trame qui la caractérise un petit peu l'architecture que l'on voit dans nombre de projets de ZAC florissantes. Bien ce projet, au sein d'un quartier historique, par sa trame de béton blanc, trame de 1,08 m régulière qui vient d'une certaine manière séquencer et mesurer la totalité de la parcelle, vient donner une espèce de dose d'abstraction, mais encore une fois liée à son implantation, au quartier dans lequel elle prend racine, puisqu'on est face à un bâtiment dont la façade avait été créée pour l'exposition universelle de 1900 et qui justement lui donne la part belle. Voilà, ça c'est un projet emblématique de l'agence. Également. Emmanuel, vous souhaitiez parler d'un projet ? Oui, on va livrer là, très prochainement à Marseille, sur le secteur Euromède, trois tours de logement qui en fait ne sont qu'un seul et même bâtiment. C'est-à-dire c'est une barre verticale refragmentée en 3 tourettes qui s'adossent les unes aux autres. Et je parle de ce projet parce qu'il illustre la résilience, alors bon, c'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, mais dont doit faire preuve l'architecte. C'est un projet qui a mis presque 7 ans à sortir, qui a vu son budget passer de 17 millions à 15 millions, puis à 13, puis à 11 millions. Et il a fallu faire preuve d'intelligence dans la conception, de rationalité dans la conception, mais sans perdre la volonté qui est propre à l'agence de raconter une histoire. Chaque projet chez nous raconte une histoire qui est toujours différente. Et là, cette histoire, c'est l'histoire des cabanons, assez caractéristique de la côte méditerranéenne. Cette idée de l'autoconstruction pour s'approprier un fragment de paysage, un peu d'extérieur. Et donc les balcons sont devenus des petits cabanons, comme des pièces extérieures, agglomérées de manière un petit peu anarchique, avec des typologies de matériaux différentes. Il y a le cabanon en bois, il y a le cabanon en métal, et qui viennent coloniser comme ça cette façade. Et que j'aime beaucoup. Je suis très attaché à ce projet parce que il nous a demandé beaucoup de résistance et d'engagement, et puis de le voir construit aujourd'hui et de voir surtout les réactions des habitants du quartier, des confrères. Ça nous touche parce que ça nous montre que tout ce que l'on fait n'est pas vain et qu'on a raison de se battre. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Alors, je ne sais pas, vous pouvez répondre collectivement ou individuellement. Non ? On est des faiseurs d'espace. Je dis toujours à mes étudiants qu'il y a une très grande différence entre l'espace et la spatialité, que la spatialité, c'est l'espace enrichi par l'émotion, la lumière. Et à ce titre, les programmes que nous traitons, nous essayons de leur donner une poésie. À titre personnel, aujourd'hui, ce qui me manque peut-être, c'est la réalisation d'un musée ou d'un bâtiment qui traite de manière un peu plus abstraite de la spatialité à l'état pur, où on ne soit pas contraint par un programme trop restrictif. Et ce qui compte, c'est que le bâtiment soit œuvre au même titre que les œuvres qu'il va accueillir. Et voilà, ce travail sur l'espace un peu plus radical, c'est quelque chose qu'on aime. On fait des projets d'idées à l'agence, on fait parfois séminaires autour du projet idéal qu'on s'inventerait. À chaque fois, on se dit qu'on va faire des concours internationaux ouverts pour se stimuler, puis la réalité fait qu'on n'a jamais le temps de le faire. Oui, alors après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir accès à une diversité de programmes
assez importantes. On a beaucoup parlé d'opérations de logement, d'opérations de bureau. On fait également beaucoup d'équipements et ça, pour le coup, c'est une vraie chance parce que c'est aussi la place de l'architecture dans la ville. Nos équipements publics, c'est aussi des jalons particuliers et à ce titre, l'attention que l'on met dans les projets trouve tout son sens. Et ça nous met encore une fois au cœur de cette chose commune, de la chose publique. Et la ville, finalement, c'est aussi ça. C'est une espèce de continuum qui est fait de fractions, de quartiers différents et au sein duquel, les zones de représentation de ce que nous sommes tous ensemble prennent tout leur sens. Donc effectivement, les écoles, les médiathèques, tous les équipements publics, c'est quelque chose qui nous intéresse fondamentalement. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, effectivement, on est ici dans des programmes très pragmatiques, où on a des liaisons fonctionnelles fortes et où le bâtiment se doit d'être une réponse fonctionnelle avant tout au programme qui est posé. Et donc l'architecture, finalement, c'est ce qui, en définitive, n'est pas donné dans le programme, mais qui est bien évidemment attendu, au sens où c'est un peu la cerise sur le gâteau qui va faire que on va oublier le programme. Voilà. Et c'est là où, effectivement, la question d'une œuvre muséale est pour le coup serait vraiment de l'ordre d'une chose qu'on aimerait faire parce que l'architecture, c'est dans ce cadre programmatique une chose qui est posée avant toute chose. Voilà. Mais cela étant, pour répondre à votre question initiale, oui, on a la chance effectivement d'aborder un très grand nombre de programmes et au sortir de l'école, à dire vrai, pour ma part, non, je n'imaginais même pas, vous voyez. C'est clair que notre engagement au sein des ZAC, des quartiers, des lots, des macro-lots nous a permis de glisser progressivement vers le projet urbain. Alors, on n'est pas full urbaniste, mais c'est des questions qui nous intéressent. Et lorsque nous avons travaillé... Ça devient de plus en plus courant, en fait. Moi, au fil des interviews, je m'aperçois que le fait urbain devient vraiment... fait partie maintenant intégrante de toutes les agences. Tout à fait. Mais ce qu'on ressent chez vous, c'est que vous incarnez vraiment la discipline architecturale et ça fait plaisir. Parce que, on sent que c'est vécu de manière forte. Avec un enthousiasme très fort. C'est-à-dire plus que la notion d'accomplissement, c'est vraiment cette idée d'enthousiasme, travailler sur des programmes différents. À chaque fois, c'est une nouvelle équation, des nouveaux éléments, des nouvelles données d'entrée, un plaisir vraiment. Déjà travailler ensemble, mais aussi à travailler sur ces nouveaux programmes. Bon, c'est vrai, avec cette idée de... l'objet muséal qui serait un peu l'expression de l'architecture absolue. Je me souviens que quand je vous avais interviewé, vous me le disiez, alors on lance un appel, un musée pour Brenac, Gonzalez et associés. Est-ce que vous enseignez, en plus de Xavier Gonzalez, certains d'entre vous enseignent? Alors, moi, j'enseigne à l'école d'architecture de Paris-La Villette et prochainement Malaquais. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants aujourd'hui? J'essaye de leur enseigner le désir d'architecture. En tout cas, je pense qu'avec vous, ils se ressentent de manière extrêmement forte. Donc, ils sont bien lotis. Oui, et puis il faut de la bienveillance. Oui. Il faut de la bienveillance. Moi, je ne sais pas vous les garçons, mais pendant mes études, je n'ai pas eu des enseignants forcément bienveillants. C'était un enseignement un peu cassant, où il était de bonne aloi, de briser un peu l'étudiant. Et moi, je suis pour la bienveillance, l'encouragement, permettre à chacun de révéler ce qu'il a de meilleur en lui-même, quelles que soient ses origines, son parcours. On a tous des choses à donner et à proposer. J'ai en tête un exercice que tu avais proposé là, pendant le confinement à tes étudiants en rapport justement avec une toute autre culture, la culture cinématographique. Et je pense que ce qui est effectivement intéressant, c'est cette ouverture d'esprit. Finalement, aller chercher les étudiants là où ils se trouvent et ne pas arriver avec des choses simplement dogmatiques, pas remplir des têtes, mais aller chercher dans leur propre connaissance
leurs souvenirs d'architecture. Et ça, c'était un superbe sujet. Ouais. Et puis les étudiants sont les révélateurs de notre époque. Ça permet aussi de prendre la température d'un monde un peu perçu différemment, parce que avec une génération tout autre, des attentes tout autres, une culture tout autre. Et je trouve que l'enrichissement, il doit être mutuel. Moi, j'ai l'impression d'autant apprendre des étudiants qu'ils apprennent de moi. Et c'est là où ça crée une dynamique. Bon, vous vous sentez pas périmé? Pas encore. Pas encore. Bon, tout va bien alors. Je regarde l'étiquette, non, la date de péremption, je pense que c'est bon, on a du temps là. Non, c'est parce que moi je suis confrontée à des jeunes aussi par moments. La confrontation est pas. Enfin, c'est une génération qui est très affirmée et c'est bien. Mais par moments. Oui, alors. Voilà, faut s'écouter les uns les autres. D'une part, et puis on a une pratique, vous le disiez tout à l'heure, de discipline, de rigueur, et tout ça s'établit également sur le temps long. On ne naît pas architecte à 25 ans. Il faut de la pratique. Et quoi qu'en dise l'époque, qui effectivement est sur une espèce de renouvellement générationnel permanent, je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que effectivement c'est un métier qui nécessite de se confronter au réel. Et ce réel, eh bien, comme on vous l'a exprimé au travers de différentes temporalités de projets, un projet comme les Tours de Marseille, c'est quasiment 10 ans entre la conception et la réalisation. Un projet comme le lycée Guillaume Tirel, même chose, c'est une dizaine d'années. Voilà, tout ça nécessite de la ténacité, de l'opiniâtreté. Et voilà, donc le temps long en architecture, c'est fondamental. Oui, je le ressens vraiment comme vous. Un mot de la fin? Il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est toujours dur de conclure. Hein. Ouais. Non, mais on peut peut-être dire que l'architecture, c'est une histoire d'homme, et d'hommes au sens où il a fallu qu'on se rencontre, qu'on se complète, mais qu'aussi d'hommes qui fabriquent nos bâtiments, qui ont un savoir qui n'est pas le nôtre, qui est très respectable, qu'il faut choyer, cultiver, d'hommes qui vont utiliser ou habiter nos bâtiments. Et aujourd'hui, le virtuel, les réseaux sociaux ont tendance à gommer les contours de l'individu au profit d'une espèce de magma général, et l'homme doit rester le centre de notre préoccupation, l'humain. Vous êtes d'accord avec cette... Évidemment, évidemment, totalement d'accord. Et j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, l'architecte, en tant que personne sociale, est tout à la fois quelqu'un qui est désiré, et on le voit bien, ces métiers-là sont des métiers qui suscitent de l'engouement, mais pour autant, on voit bien également que dans la pratique, c'est un profil atypique qui a du mal à trouver sa place dans une société qui n'a de cesse de systématiquement mettre les personnes dans des cases. Et finalement, ce trublion qui est capable tout à la fois de converser avec un compagnon sur un chantier, mais également un décideur, un financier, bref, qui est un petit peu ce touche-à-tout, finalement, voilà, a du mal à trouver sa place et à être reconnu en tant que tel. Et on passe finalement pour ce spécialiste de rien et ce touche-à-tout, auquel on se réfère en permanence, parce que bien évidemment on est très très bien assuré, et donc sur l'exercice d'un chantier c'est toujours utile, mais où dans le même temps on se rend compte que on nous enlève des niveaux de responsabilité pour lesquels nous avons finalement plus de responsabilités que les autres, et où dans une espèce de découpage tayloriste des missions qui sont confiées à l'architecte, on se rend compte que tout ça, alors pour le coup, se fait avec une forme d'inefficacité réelle. Et voilà, on vient de livrer un chantier absolument magnifique à Bagneux, un immeuble de bureau, où on a passé des heures et des heures en réunion de synthèse de site, synthèse de ça, voilà. Et la conclusion du maître d'œuvre d'exécution, c'était de nous dire, le jour de la livraison, je me rends compte qu'on a passé beaucoup de temps en réunion, et qu'au bout de 2 heures, la conclusion, c'était toujours la même. BGA, Brenna Gonzalez a toujours raison. Guillaume?
C'est bien de conclure en disant qu'on a toujours raison, mais non, mais c'est vrai que malgré cette surproduction d'intervenants sur les chantiers, il y a toujours sur les chantiers, sur toutes les opérations à toute phase, toujours cette idée d'être un petit peu au cœur du débat. Et c'est vrai que ce côté un peu caméléon, d'arriver à discuter avec chacun des intervenants, c'est sûr que c'est, je pense, ce qui nous apporte l'énergie, la force pour à chaque fois avoir envie de repartir, de recommencer. C'est presque un petit peu maso, mais avec aussi cette satisfaction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le chantier, c'est aussi, Emmanuel parlait d'homme, c'est l'idée de la passation. Moi, je sais pas, ça procure une émotion assez forte de dire, on est sur un chantier où les gens se sont appropriés les plans, on construit leur projet. C'est-à-dire que nous, on a dessiné au départ, mais finalement, quand on arrive à créer ce lien, presque ça nous échappe, maintenant c'est construit, maintenant c'est d'autres gens qui l'imaginent, c'est une vraie satisfaction qui nous donne envie de continuer et de redémarrer à chaque fois. Participer. Tout à fait. Écoutez, bravo, merci beaucoup pour Merci. votre témoignage. Et à très bientôt avec un format court en anglais sur un projet. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.